Je tenais encore le sachet de poulet rôti. Il était chaud contre ma paume, quand j'ai entendu mon beau-fils dans le garage sombre. Ouais, j'ai déjà coupé la durite de frein. On se voit à son enterrement demain. Et ma femme, Carole, ma propre femme, ne l'a pas arrêté. Pendant une seconde, mon corps tout entier a oublié comment bouger. Le garage sentait le béton froid et l'huile de moteur. Cette odeur âcre et familière qui ne part jamais vraiment, même en balayant 1000 fois. Le plafonnier était éteint. La seule lueur venait de la petite fenêtre au-dessus de l'établi et de l'écran bleu du téléphone de Lucas. Je pouvais distinguer sa silhouette, ses larges épaules, la tête penchée comme s'il écoutait un bulletin météo. Mes doigts se sont crispés sur le sac en papier. La graisse du poulet l'imbibait, tiède contre ma peau. Je l'avais pris à la rôtisserie d'un Carrefour Market sur le boulevard Carnot, parce que je m'étais dit, bêtement, qu'on pourrait peut-être avoir une soirée normale. Une petite offrande de paix, comme on fait quand ta tension pèse sur une maison depuis des mois et qu'on n'ose pas l'admettre à voix haute. La voix de Lucas est restée calme, trop calme. Ouais, a-t-il répété, le ton bas, presque là. C'est fait, il ne passera pas le week-end. Il a eu un petit rire, comme si on venait de lui raconter une blague. Puis la voix de Carole a résonné, faible, à travers le haut-parleur, assez proche pour que ma gorge se noue, douce, prudente, pas choquée, pas en colère. Tu es sûr ? A-t-elle demandé. Ma vision s'est rétrécie. Cette seule question, tu es sûr, m'a frappé plus fort que la menace elle-même. Pas, n'ose même pas faire ça. Pas, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Juste une vérification, pour s'assurer que le plan était solide. Lucas a bougé, et j'ai entendu le léger cliquetis de métal sur l'établi. Il devait faire tourner quelque chose dans sa main. Un outil, une douille, un objet tranchant. Je suis sûr, a-t-il dit. Tu avais dit que tu voulais que ça se termine. Il y a eu une pause. J'ai attendu que ma femme prononce mon nom, qu'elle dise « Lucas, arrête », qu'elle dise « Franck a été bon avec nous », qu'elle dise n'importe quoi qui ressemble à un semblant de conscience. Elle ne l'a pas fait. Elle a expiré dans le téléphone et ça sonnait comme un soulagement. « Demain », a-t-elle dit, « sois prudent, c'est tout. » C'est là que mon estomac est tombé si bas que j'ai eu l'impression de rater une marche dans l'escalier. J'ai reculé sans réfléchir. Ma chaussure a raclé le béton et mon cœur a martelé ma poitrine. La tête de Lucas a pivoté d'1 centimètre vers la porte. J'ai retenu ma respiration si fort que j'en avais mal aux poumons. Il n'est pas venu voir. Il a repris sa conversation, la voix de nouveau basse. « Ouais, t'inquiète, je t'enverrai un texto quand ce sera fait. » Je me suis éclipsé comme un fantôme. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne l'ai même pas laissé cliquer. Je l'ai tirée jusqu'à ce qu'elle repose contre le cadre. Puis j'ai marché vite, sans un bruit, le long du côté de la maison. L'air froid de décembre me cinglait les joues. La nuit semblait trop normale. Les lumières des perrons brillaient le long de la rue. Le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Quelque part, le son d'une télévision filtrait par une fenêtre. La banlieue de Saint-Étienne faisait ce qu'elle a toujours fait, se coucher tôt, se lever tôt, et prétendre que les drames n'arrivent que dans les journaux télévisés. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mes clés. Je les ai fourrées dans ma poche et j'ai continué à marcher jusqu'au trottoir. Puis j'ai fait demi-tour, comme un homme qui sortait juste prendre l'air. Comme si je n'étais pas sur le point de vomir. La patience est mon outil. Cette phrase m'est revenue comme une vieille habitude. Je la répétais aux apprentis de mon entreprise de chauffage et climatisation quand ils se précipitaient et foiraient une vis ou cassaient une conduite. « Ralentis », leur disais-je. « La patience, c'est ton premier outil, certain avant les autres. » Maintenant, je devais me l'appliquer à moi-même, sinon j'allais retourner là-dedans et faire quelque chose qui gâcherait le reste de ma vie. Je suis monté dans ma vieille berline, mon taco, comme disait Carole, l'air embarrassé, et je suis resté assis, moteur éteint. Mon souffle embuait le pare-brise. Mon téléphone semblait glissant dans ma main tremblante. Appelle la police. Mon pouce a survolé l'écran. Puis la pensée suivante est venue, froide et pratique. Qu'est-ce que je vais leur dire? « Allô, monsieur l'agent? Mon beau-fils a dit qu'il avait coupé mes freins et ma femme n'a rien dit. Non, je n'ai pas d'enregistrement. Non, je ne leur ai pas fait face. Non, il n'y a pas encore de cadavre. » Dans une petite ville, un homme qui accuse sa femme et son beau-fils sans preuve devient vite la risée du coin. Ou pire, on vous colle l'étiquette d'instable, de paranoïaque, de vieux confus. Lucas sourirait et dirait « Franck est très stressé en ce moment, il oublie des choses. » Carole s'épongerait les yeux et dirait qu'il est si fatigué ces derniers temps. Et ensuite, il continuerait
Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors, j'ai fait la seule chose intelligente. J'ai ouvert l'application de mon assurance auto et j'ai appelé le service d'assistance dépannage. L'opérateur semblait à moitié endormi. C'est pour un enlèvement où j'ai regardé ma propre maison comme si elle appartenait à un étranger. Devant le garage, ai-je dit. Ma voix était stable, ce qui m'a surpris. Un pick-up Toyota Hilux gris. J'ai besoin de le faire remorquer ce soir. Il ne roule plus? Non, ai-je menti, la gorge serrée. Problème de sécurité. Vous en avez besoin pour quand? Le plus tôt possible. Puis, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ajouté « s'il vous plaît ». J'ai raccroché et je suis resté là, à écouter le tic-tac discret de mon moteur qui refroidissait. Mes mains tremblaient toujours, mais mon cerveau tournait déjà à plein régime, se concentrant sur ce qui comptait, les preuves, les faits, les gestes qui vous gardent en vie. Lucas avait toujours été le genre d'homme qui agissait comme si les conséquences étaient pour les autres. À 32 ans, il vivait encore comme un adolescent. Nouveau gadget, nouveau plan foireux, vieille rancune. Quand Carole et moi nous sommes mariés, il y a 11 ans, j'ai cru qu'il mûrirait. J'ai cru qu'un foyer stable le stabiliserait. Au lieu de ça, il est devenu plus affûté, plus méchant, comme s'il avait décrété que le monde lui devait quelque chose et que j'étais le caissier qui refusait son bon de réduction. Il y a quelques mois, il m'avait demandé de me porter garant pour un prêt juste pour regrouper ses crédits, avait-il dit avec de grands yeux innocents. J'avais regardé les documents et senti ma tension monter. Les taux d'intérêt avaient le sourire d'un requin. Je lui avais dit non. Il m'avait fixé une longue seconde, puis avait souri lentement. « Tu te crois toujours meilleur que moi ?»« Je me crois plus vieux que toi, avais-je répondu, et j'ai appris ce que les dettes peuvent faire. » Ce soir-là, Carole avait pris son parti. Pas bruyamment, pas directement, juste par des silences. La façon dont j'ai arrêté de parler quand j'entrais dans une pièce. La façon dont elle répondait à mes questions par « Tu devrais peut-être laisser tomber, Franck ». La façon dont elle me faisait sentir que la paix dans la maison ne dépendait que de moi. Maintenant, je comprenais ce que « laisser tomber » signifiait pour eux. Des phares ont balayé la rue, une dépanneuse. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis redressé, aux aguets. Le chauffeur s'est garé près de mon allée. Un homme trapu avec un bonnet est sorti, son souffle formant un nuage de buée. Il a regardé le pick-up, puis la maison, puis moi, assis dans ma berline comme si je me cachais. Il s'est approché et a frappé à ma vitre. Je l'ai baissé d'1 centimètre. « C'est vous qui avez appelé ?»« Oui, ai-je dit. » Il a fait un signe de tête vers le Toyota. « Qu'est-ce qu'il a ?» J'ai dégluti. Le sachet de poulet était posé, froid et oublié, sur le siège passager. « Un problème de frein, ai-je dit. Je l'emmène chez un ami pour qu'il y jette un œil. » Il m'a regardé d'un air soupçonneux. « À cette heure-ci ?» Je suis réveillé. Il est réveillé, c'est important. Le chauffeur a haussé les épaules, comme s'il avait déjà tout vu. « D'accord, on va où ?» Je lui ai donné l'adresse à laquelle j'avais déjà pensé, le seul endroit logique si je voulais que ma prochaine action soit à la fois sûre et propre. « À Saint-Étienne, ai-je dit. Route de Lyon. » Le chauffeur a sifflé doucement. « Ça fait une trotte. »« Je paierai, ai-je dit. » Il a hoché la tête, est retourné à son camion et a mis en marche le treuil. Le câble métallique a cliqueté. Le son m'a donné la chair de poule, on aurait dit des chaînes. J'ai regardé mon Toyota monter sur le plateau. Ce pick-up était à moi bien avant que Carole et moi partagions un compte en banque. Je l'avais conduit à travers des tempêtes de neige, des vagues de chaleur, à travers des années qui semblaient maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Les gyrophares rouges balayaient les façades des maisons. Personne n'est sorti, personne n'a posé de questions. On apprend vite à s'occuper de ses affaires jusqu'à ce que les problèmes viennent frapper à votre porte. Le chauffeur est revenu avec un bon d'intervention. « Signez là ». Mon stylo tremblait. J'ai forcé ma main à se stabiliser. La patience est mon outil. Quand j'ai eu fini, il en a déchiré une copie et me l'a tendue. Il m'a regardé en face, comme s'il essayait de décider si j'étais ivre ou malade. « Ça va, monsieur ?» Mon regard a dépassé son épaule, fixé sur ma maison. Les rideaux du salon étaient tirés. Une lumière chaude filtrait sur les bords. Quelque part à l'intérieur, ma femme était probablement assise sur le canapé comme si de rien n'était. « Ça va, ai-je dit, juste fatigué. » Il a hoché la tête comme s'il ne me croyait pas, mais il n'a pas insisté. Il est monté dans sa dépanneuse et le moteur a vrombi. Alors que le plateau s'éloignait, j'ai senti quelque chose se déchirer dans ma poitrine, un mélange de deuil, de colère, et le dernier lambeau de la vie que je croyais avoir. Mon téléphone a vibré, un texto de Carole. « Où es-tu » Une autre vibration. « Lucas, t'as bougé mon pick-up ?» Ma gorge s'est asséchée.
Je n'ai répondu à aucun des deux. Pas encore. Je suis resté là, dans ma berline sombre, avec un sachet de poulet froid à côté de moi, à regarder les feux arrière de la dépanneuse disparaître au bout de la rue comme une mèche qui se consumait. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas retourné là-dedans. Je ne leur ai pas montré ma peur. Je me suis éclipsé et j'ai commencé à faire ce que j'avais toujours fait quand quelque chose se cassait au milieu de la nuit. Je m'en suis occupé. Je n'ai pas quitté l'allée tout de suite. Je suis resté assis 1 minute entière, les mains sur le volant, sentant mon cœur battre au bout de mes doigts. La maison avait l'air normal, les lumières de Noël sur le porche du voisin, une couronne sur ma propre porte d'entrée sur laquelle Carole insistait chaque année, même quand on ne se parlait presque plus. À l'intérieur, Lucas et Carole étaient toujours là, probablement en train de discuter, probablement déjà en train de réécrire l'histoire qu'ils raconteraient si quelqu'un posait des questions. J'ai démarré la berline et je suis parti lentement, comme si j'allais juste chercher un café tard dans la nuit. L'air avait ce mordant de l'hiver du forêt, vif et humide, et la route brillait aux endroits où une pluie fine avait commencé à geler. Je me suis dirigé vers Saint-Étienne, vers la route de Lyon, car c'était là que vivait Raymond Mercier, le père biologique de Lucas. Raymond n'était pas vraiment un ami, mais c'était la seule personne que Lucas avait toujours traitée avec une sorte de respect prudent, la façon dont un chien se comporte avec la personne qu'il a dressée d'une main ferme. Raymond avait été mécanicien pendant 35 ans. À la retraite maintenant, ses mains restaient tachées de vieille graisse, peu importe le nombre de fois où il les frottait. Il connaissait les voitures, il connaissait les outils, et il connaissait Lucas mieux que je ne le connaîtrais jamais. Si quelqu'un pouvait faire la différence entre une durite de frein qui lâche et une durite de frein qui a été coupée, c'était bien Raymond. Et si Lucas avait vraiment fait ce que j'avais entendu, j'avais besoin d'une chaîne de vérité qui ne commence pas et ne se termine pas avec ma seule parole. J'avais besoin de faits, de documents, d'horodatage, de témoins, le genre de choses ennuyeuses qui tiennent la route dans un tribunal. La patience est mon outil. Le chauffage de la berline soufflait un air tiède qui sentait légèrement la vieille poussière. Mes jointures sont restées blanches sur le volant. Je revoyais sans cesse la silhouette de Lucas dans ce garage sombre. J'entendais la façon désinvolte dont il avait prononcé le mot « enterrement », comme s'il s'agissait d'une réservation pour le déjeuner. Le téléphone a de nouveau vibré. Carole. « Franck, appelle-moi s'il te plaît. » Puis Lucas, encore. « Où est le pick-up, Franck? J'en ai besoin demain. » Demain. Ce mot m'a frappé comme un marteau. Je n'ai pas répondu. Si je répondais, ma voix se briserait, ou je dirais quelque chose de stupide, ou je leur révélerais mon jeu et leur donnerais le temps de changer de plan. J'ai continué à rouler, traversant la Loire, l'eau sombre glissant sous le pont comme du pétrole. Je me suis souvenu d'une époque, plus jeune, avant Carole, avant Lucas, où ma plus grande inquiétude était de savoir si mon dos supporterait un autre été dans les greniers et les vides sanitaires. L'époque où mon premier mariage s'était terminé non pas par une trahison, mais par un épuisement silencieux. 2 bonnes personnes qui n'allaient tout simplement plus ensemble. Maintenant, j'avais 58 ans, et la personne qui dormait dans mon lit me voulait 6 pieds sous terre. La route de Lyon était une bande de commerces fatigués et de maisons basses. Le genre d'endroit où les gens s'accrochent à ce qu'ils ont. Raymond vivait dans un pavillon en briques avec un garage indépendant et une vieille Renault garée sous un abri. Un drapeau pendait du porche, raide dans le froid. Je me suis garé dans son allée et je suis resté assis 1 seconde. Ma bouche était sèche. Mes mains avaient cessé de trembler, mais seulement parce que quelque chose d'autre avait pris le dessus, quelque chose de calme et de froid. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la porte. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Raymond se tenait là, en pantalon de jogging et chemise en flanelle, les cheveux gris aplatis comme s'il avait été endormi. Il m'a jaugé de haut en bas, les yeux vifs, même à cette heure. « Franck, dit-il, comme si mon nom était une question, qu'est-ce que tu fous là ? Faut que je te parle. » Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à la berline. « Il est où le pick-up ? » ?»« Il arrive, ai-je répondu, en dépanneuse. Ça l'a réveillé. Ses sourcils ont sursauté. En dépanneuse ? Pourquoi ? Parce que je ne lui fais pas confiance. J'ai gardé ma voix stable. Je peux entrer ? Il a hésité, puis s'est reculé. T'as intérêt à commencer à être cohérent. À l'intérieur, ça sentait le café noir et le vieux cuir. Le salon avait un fauteuil inclinable, une petite télé et des étagères avec des photos encadrées. Lucas enfant tenant une batte de baseball. Lucas a une remise de diplôme.
Lucas à côté de Raymond lors de ce qui semblait être une partie de pêche. Raymond avait gardé les meilleurs moments. Il m'a fait signe de m'asseoir à la table de la cuisine. Je me suis assis. Il n'a pas offert de café. Il m'a juste regardé fixement, comme s'il attendait que j'admette que j'avais perdu la tête. J'ai sorti le bon de la dépanneuse de ma veste et je l'ai posé sur la table. Raymond l'a pris, a plissé les yeux, a lu l'adresse de destination. « Tu l'as fait remorquer ici ?» dit-il lentement. « Pourquoi ?»« Parce que tu connais les bagnoles, et parce que j'ai besoin que tu regardes quelque chose avant que quelqu'un d'autre y touche. » Raymond a reposé le papier. « Franck, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une profonde inspiration. Les mots sont restés coincés dans ma gorge parce que les dires les rendaient plus réels. J'ai entendu Lucas parler, ai-je dit, ce soir, dans mon garage. Les yeux de Raymond se sont rétrécis. Tu l'as entendu dire quoi ? Je n'ai pas tout raconté, pas encore, juste la partie qui comptait. J'ai des raisons de croire que quelqu'un a touché à mes freins, ai-je dit, exprès. Raymond s'est adossé, la chaise a grincé. Pour la première fois, il avait l'air moins agacé et plus prudent. T'accuses Lucas ? Je te dis que je ne conduis pas ce pick-up, et je veux qu'il soit vérifié par quelqu'un qui ne mâchera pas ses mots. Raymond m'a dévisagé une longue seconde. Puis il s'est levé et s'est dirigé vers le comptoir où un petit bloc-notes à spirale se trouvait à côté d'un téléphone fixe. Il l'a ouvert comme s'il s'apprêtait à noter un numéro. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je veux que tu sois le propriétaire du pick-up. » Ça l'a fait se retourner. « Pardon ? » « C'est déjà décidé, ai-je dit. Je fais les papiers pour le transfert dès demain matin. Je signerai tout ce qu'il faut. Tu seras le propriétaire légal. » Le visage de Raymond s'est durci. « Pourquoi tu ferais ça ? » « Parce que, ai-je dit, en choisissant mes mots avec soin, j'ai besoin d'une trace claire. S'il arrive quelque chose avec ce véhicule, j'ai besoin que ce soit documenté qui l'avait et quand. » La mâchoire de Raymond s'est contractée, comme s'il mâchait l'idée. « Donc tu montes un dossier. » J'essaie de rester en vie, ai-je dit, et ma voix s'est éraillée sur le dernier mot. Raymond n'a pas parlé pendant un moment. Puis il s'est penché en avant, les avant-bras sur la table. « Franck, dit-il doucement, si tu te trompes, si t'as juste eu peur et que tu m'entraînes dans tes histoires de couple, je ne me trompe pas, ai-je dit trop vite. Mon cœur s'est emballé à nouveau. Je me suis calmé. Raymond, je ne te demande pas de me croire, je te demande de regarder. » Il m'a observé et j'ai pu voir le calcul dans ses yeux. Raymond était un homme qui faisait plus confiance aux moteurs qu'aux gens, aux faits plutôt qu'aux sentiments. Finalement, il a hoché la tête une fois. « D'accord, dit-il, je vais regarder. » Puis il a pointé un doigt vers moi. « Mais tu m'écoutes ? Si ce truc est dangereux, je ne le conduis nulle part. Je le rentre direct dans le garage et je le mets sur chandelle. C'est clair ? » Le soulagement m'a frappé si fort que mes yeux m'ont piqué. « Oui, ai-je dit, c'est exactement ce que je veux. » Raymond s'est levé et a attrapé son manteau sur un crochet près de la porte arrière. La dépanneuse ne devrait pas tarder. Elle est déjà en chemin. Il a fait une pause, puis s'est retourné vers moi. « Pourquoi tu me le donnes, Franck, vraiment ? C'est quoi le piège ?» J'ai croisé son regard et j'ai laissé filtrer un peu de vérité. « Il n'y a pas de piège, ai-je dit. Rends-moi juste un service. Vérifie-le de fond en comble avant même de penser à le démarrer. » Raymond m'a fixé, puis son expression s'est adoucie. Pas de la gentillesse exactement, mais de la compréhension. Le genre de compréhension qu'on trouve chez un homme plus âgé qui a vu ce qu'un gamin difficile peut faire à une famille. Il a de nouveau hoché la tête. « Ouais, dit-il, je le ferai. » Dehors, des phares ont balayé la fenêtre. La dépanneuse était arrivée. Raymond s'est dirigé vers la porte et je l'ai suivi. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, ce n'était ni Carole ni Lucas. C'était un appel manqué d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre. Et un autre. J'ai regardé l'écran qui s'allumait une fois de plus. Raymond Mercier. Il se tenait juste à côté de moi. Il n'avait pas appelé. Il n'avait même pas touché son téléphone. Raymond a vu mon visage changer. Il a plongé la main dans sa poche, a sorti son propre téléphone et a vérifié. Son écran s'est allumé aussi. Appel manqué, Lucas. Les yeux de Raymond se sont levés vers les miens. « Ton gars cherche ce pick-up, dit-il doucement. » Mon estomac s'est noué. « Ouais, ai-je dit, je sais. » Et alors que le dépanneur a baissé le plateau et que le câble cliquetait comme des chaînes dans le froid, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas encore permis de penser. Lucas n'avait pas seulement prévu de me tuer, il avait prévu de le faire très bientôt. Le dépanneur n'a pas perdu de temps. Il a fait descendre le plateau dans un grincement de métal.
le cliquetis des chaînes résonnant fort dans le quartier silencieux. Raymond se tenait les bras croisés, observant chaque centimètre comme s'il était déjà propriétaire du véhicule, ce qui, d'une certaine manière, allait bientôt être le cas. Je suis resté en retrait, près de ma berline, le téléphone à la main. Mon cœur battait de nouveau trop vite, comme s'il voulait s'échapper et courir avant moi. Raymond a fait signe au chauffeur. « Posez-le juste devant le garage, dit-il. Je m'en occupe à partir de là. » Le chauffeur a hoché la tête. « Je le descends ou je le décroche à l'intérieur ?»« Descendez-le, dit Raymond. Je ne le conduis pas d'un centimètre. » Ces mots m'ont rassuré plus que toute autre chose cette nuit-là. Le pick-up a roulé du plateau et s'est posé avec un bruit sourd et lourd. Le dépanneur a fini sa paperasse, a été payé et est reparti, ses phares disparaissant sur la route de Lyon. Et d'un coup, la rue est redevenue silencieuse. Raymond n'a pas tardé. Il a ouvert le capot, a attrapé une lampe de poche et a sorti un chariot de visite du côté du garage. L'homme bougeait comme si ses muscles pensaient à sa place. C'était son langage. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les bras serrés autour de moi, regardant ses bottes dépassées dessous le camion. « Alors, dit Raymond de dessous le véhicule, la voix étouffée, tu veux me dire exactement ce que tu as entendu ?» J'ai dégluti. Il a dit qu'il avait coupé la durite de frein. Silence. Puis Raymond a roulé à moitié, s'est appuyé sur un coude et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit ?»« Oui. Et Carole, elle ne l'a pas arrêté. » Raymond m'a fixé une longue seconde, puis est retourné sous le camion sans un mot. Le faisceau de sa lampe de poche tremblait sur le métal, les tuyaux, les conduites. Je l'entendais marmonner pour lui-même, des demi-mots, comme le font les mécaniciens quand ils réfléchissent. Mon téléphone a encore vibré. Lucas. Pourquoi mon père appelle à propos du pick-up ? Je n'ai pas répondu. Puis un autre texto est arrivé, de Carole cette fois. « Franck, s'il te plaît, ça va trop loin, ça va trop loin. » J'ai éteint le téléphone et l'ai fourré dans ma poche. Mes mains étaient moites, même dans le froid. Dessous le camion est venue une inspiration brusque. « Franck, dit Raymond. » Sa voix était différente maintenant, tendue. « Viens voir ça. » Mes jambes semblaient lourdes alors que je m'approchais et que je m'accroupissais. Raymond a orienté la lampe de poche pour que je puisse voir. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai travaillé avec des machines toute ma vie. Je connais la différence entre l'usé et le cassé, entre le vieux et l'endommagé. La durite de frein n'était pas effilochée, elle n'était pas rongée par la rouille, elle était coupée net, droit, comme si quelqu'un l'avait fait slowly, avec soin, avec le bon outil. Je l'ai fixée jusqu'à ce que ma vision se brouille. Ce n'est pas un accident, termina Raymond. Il est sorti complètement et s'est assis, passant une main dans ses cheveux. C'est délibéré. Mon estomac s'est retourné. Même si je m'y attendais, si je le craignais, le voir rendait tout plus lourd, plus réel. Raymond s'est levé, a fait les 100 pas, puis s'est arrêté devant moi. « Quand est-ce que tu l'as conduit pour la dernière fois ?»« Hier après-midi, tout allait bien. » Il a hoché la tête. « Donc, ça a été fait après ça, ce soir. » Ma poitrine s'est serrée. Raymond a expiré longuement. Bon sang. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le froid s'infiltrait à travers mon manteau. Quelque part dans la rue, une porte a claqué. La vie continuait. Raymond a plongé la main dans sa poche et a sorti son téléphone. J'appelle la police. Mon pouls s'est accéléré. Attends, il m'a regardé d'un air sévère. Franck, ce n'est pas une dispute de famille, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Quelqu'un aurait pu mourir. Je sais, ai-je dit. Laisse-moi juste passer un coup de fil avant. Il a hésité, puis a hoché la tête une fois. Un seul. Je me suis éloigné de quelques pas et j'ai rallumé mon téléphone. Les appels manqués et les textos ont afflué. Je les ai ignorés et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré des années auparavant, mais que j'utilisais rarement. Martine Klein, mon avocate, a décroché à la 2e sonnerie. « J'espère que c'est important, dit-elle, la voix vive mais alerte. Il est presque minuit. »« Martine, c'est Franck. J'ai besoin d'un conseil, tout de suite. » Elle a entendu quelque chose dans ma voix et s'est adoucie. « Où es-tu ?»« À Saint-Étienne, avec mon pick-up. On a coupé la durite de frein. » Il y a eu une pause. « Coupé comment ?»« Net, ai-je dit. Un mécanicien est en train de regarder. » Une autre pause, puis « D'accord, écoute-moi attentivement. Tu n'as rien manigancé, tu ne l'as pas conduit, tu n'as dit à personne de le conduire. » « C'est exact ? C'est exact. Et le véhicule n'est plus légalement en ta possession ? Il sera transféré à la première heure demain matin, ai-je dit. Il y a une trace écrite. « Bien, dit-elle. Très bien.
Maintenant, oui, appelle la police. Ce soir. Tu veux que ce soit documenté immédiatement. Date, heure, témoin. Ma gorge s'est nouée. Il pourrait penser que j'ai fait quelque chose. C'est possible, dit-elle, mais les faits l'emportent sur la peur. Reste calme. Dis exactement ce que tu sais, rien de plus. J'ai regardé Raymond qui était déjà en train de composer le 17. Martine, ai-je dit, je l'ai entendu dire qu'il l'avait déjà fait, qu'il voulait ma mort. Sa voix s'est faite plus grave. Alors tu as bien fait de quitter cette maison. J'ai raccroché et je suis retourné vers Raymond. Il a terminé son appel et a rangé son téléphone. Ils envoient quelqu'un, bientôt. Nous avons attendu dans le garage, la durite de frein sectionnée suspendue là comme une accusation. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. J'avais un goût métallique dans la bouche. Des sirènes ont retenti faiblement au loin, puis se sont rapprochées. Des gyrophares bleus et rouges ont inondé la porte du garage, le pick-up, le visage ridé de Raymond. 2 policiers sont sortis, un plus âgé, un plus jeune. Ils ont pris nos dépositions. Ils ont photographié la durite. Ils m'ont demandé pourquoi le pick-up était ici. Je leur ai dit la vérité, toute la vérité, calme, claire, sans crier, sans accuser au-delà de ce que j'avais vu et entendu. Le plus jeune policier a froncé les sourcils. « Vous dites que c'est votre beau-fils qui a fait ça ?» Je dis que la durite de frein a été coupée, et je l'ai entendu dire qu'il l'avait fait. Et votre femme ? Elle ne s'y est pas opposée. L'officier plus âgé a noté ça lentement. Ils sont partis après presque 1 heure, promettant un suivi, mais sans rien promettre d'autre. Quand le garage est finalement retourné au silence, Raymond s'est appuyé contre l'établi et s'est frotté le visage. « Mon propre gamin, dit-il, bon sang. » Je me suis effondré sur une chaise pliante. L'épuisement déferlait sur moi comme une vague. Mes mains tremblaient à nouveau, pire cette fois. Raymond m'a regardé. « Tu tiens le coup ?» J'ai ouvert la bouche pour dire oui, et à la place, j'ai eu un haut-le-cœur, atteignant à peine la poubelle avant de vomir. Raymond n'a pas dit un mot. Il a juste tenu la poubelle et attendu. Après, je suis resté assis, vide et tremblant, à fixer le sol en béton. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné, ai-je dit d'une voix rauque. Raymond a secoué la tête. Tu n'as pas gagné, tu as survécu. Dehors, mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était une notification de messagerie vocale de Lucas. Je ne l'ai pas écoutée tout de suite. Je savais juste une chose avec certitude maintenant. Ce n'était pas fini. Au matin, l'histoire avait déjà commencé sans moi. Je me suis réveillé sur le canapé de Raymond, mon manteau encore sur moi, le cou raide. L'odeur de café fort et amer flottait depuis la cuisine. Pendant quelques secondes, je n'ai pas su où j'étais. Puis l'image de cette durite de frein coupée nette est revenue, tranchante comme un couteau. Raymond était à table, faisant défiler son téléphone, la mâchoire serrée. « Tu es une célébrité sur Internet », dit-il sans lever les yeux. Mon estomac s'est noué. Il a tourné l'écran vers moi. Une publication de Carole sur Facebook. C'était long, émouvant, soigneusement écrit. « Priez pour ma famille, s'il vous plaît. Franck est parti hier soir dans un accès de colère et il est allé trop loin. Mon fils est accusé de quelque chose de terrible et nous avons le cœur brisé. Les mensonges peuvent détruire une famille plus vite que n'importe quel accident. » Il y avait une photo d'elle et de Lucas du Noël dernier, souriant, bras dessus, bras dessous, notre salon illuminé derrière eux. Les commentaires s'accumulaient déjà. « Je suis désolé, Carole. Je prie pour toi et Lucas. Certains hommes ne supportent pas de perdre le contrôle. Tu mérites mieux. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. « Elle ne mentionne pas les freins, ai-je dit. »« Non, répondit Raymond. Elle mentionne les sentiments. » J'ai posé les pieds par terre, la tête battante. C'est comme ça qu'elle a toujours fait. À midi, le quartier avait choisi sa version de la vérité. Je suis retourné chez moi pour prendre des vêtements, en rasant les murs. Des gens à qui j'avais fait un signe de la main pendant des années trouvaient soudain des raisons de regarder leur téléphone. Madame Keller, 3 maisons plus loin, m'a regardé comme si j'avais traîné de la boue dans son église. Au bout de la rue, j'ai vu 2 voitures de police garées près de ma maison. Ma maison, celle avec la couronne encore sur la porte. Un officier s'est approché en me voyant. « Franck Moreau ? » ?»« Oui. Nous devons vous poser quelques questions supplémentaires. » À l'intérieur, l'endroit semblait vide. Carole était assise sur le canapé, les yeux rouges, les mains jointes comme si elle était dans une salle d'attente. Lucas se tenait près du couloir, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il avait l'air calme, presque ennuyé. « Tu leur as dit que j'étais parti en colère ?» ai-je dit,
non pas à Carole, mais à la pièce. Elle n'a pas levé les yeux vers moi. « Tu nous as fait peur ?» Lucas a eu un sourire narquois. « Ouais, Franck, tu agis bizarrement ces derniers temps. » L'officier a levé une main. « Essayons de rester respectueux. » J'ai répondu à leurs questions à nouveau. Les mêmes faits, la même chronologie. Je sentais le regard de Lucas sur moi, comme s'il attendait que je fasse un faux pas. Puis il a parlé. « Mon beau-père me déteste, dit-il, la voix blessée. Il essaie de me faire quitter la maison depuis des mois. » Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Carole a enfin levé les yeux. « Tu as dit qu'il devait déménager ?» J'ai dit qu'il avait besoin d'un projet, ai-je répondu. Il a 32 ans. L'officier griffonnait des notes. Quand ils sont partis, Carole s'est levée et a montré la porte. « Tu ne devrais pas être ici. » J'ai ri une fois, un rire court et laid. « Vous avez planifié mon enterrement ?» Son visage est devenu blême. « Tu es malade. » Je suis sorti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Cet après-midi-là, Raymond a appelé. « La police est repassée, dit-il. Ils ont parlé aux voisins. » À propos de quoi ? « Un gars a vu Lucas dans ton garage tard la nuit d'avant. Un autre a entendu des bruits d'outils. Mon pouls s'est accéléré. Ils t'ont dit ça ? Ils m'ont dit qu'ils reconstituaient la chronologie des faits. Le soir, la page du groupe paroissial local avait sa propre publication. Carole l'avait partagée. Nous demandons vos prières en ces temps difficiles. Les rumeurs volent et cela nous brise le cœur. Quelqu'un a commenté « Nous sommes avec toi, Carole. La vérité finit toujours par éclater. » J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. La vérité finit toujours par éclater. Cette nuit-là, j'étais assis seul dans un hôtel bas de gamme, à regarder le parking à travers les stores. Chaque paire de phares me faisait tendre les épaules. J'ai écouté le message vocal de Lucas que j'avais ignoré la veille. « Franck, dit-il, la voix douce, tu as vraiment tout gâché cette fois. Papa est contrarié, maman est contrariée. Tu n'avais pas à faire ça, on aurait pu parler. Maman, il ne l'appelait jamais comme ça devant moi. » J'ai transféré le message vocal à Martine avec la date et l'heure. 10 minutes plus tard, elle a appelé. « Bien, dit-elle, ça aide. » « Ça aide à quoi ? » ?»« L'intention, a-t-elle répondu. « Le ton. Il n'est pas surpris, il est agacé. » Le lendemain matin, Didier Martin m'a appelé. Nous avions travaillé ensemble pendant des années avant que ses genoux ne lâchent. « Franck, dit-il, tu vas vouloir entendre ça. Je suis passé chez Neuroto près de chez toi, le même où Lucas aime traîner. J'ai poliment demandé pour les enregistrements des caméras. J'ai expliqué que j'aidais pour une enquête. Ils m'ont laissé voir, a dit Didier. Pas officiellement, mais assez. Mon cœur a cogné. Et ton beau-fils a acheté un coupe-tube il y a 2 jours. J'ai fermé les yeux. Franck, a ajouté Didier, ta femme est entrée 10 minutes plus tard. Caisse différente, elle a payé en espèces. La pièce est devenue soudainement très silencieuse. Elle savait, ai-je murmuré. Elle ne l'a pas arrêté. Cette nuit-là, la radio locale l'a annoncé. La police envisage des poursuites pénales dans une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui impliquant une famille de la région. J'étais assis sur le bord du lit de l'hôtel, écoutant ma propre vie réduite à 30 secondes de temps d'antenne. Pour la première fois depuis le garage, j'ai souri. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la vérité avait enfin une voix. Le tribunal de Saint-Étienne a l'air d'être fatigué depuis 100 ans. Briques brunes, marches en pierre usée au milieu. Le genre de bâtiment qui sent le vieux papier, la cire à parquet et les manteaux d'hiver qui ont traversé trop d'orages. J'étais passé devant toute ma vie d'adulte sans jamais imaginer y entrer, portant la vérité sur ma propre famille comme un parpaing. Martine Klein m'a retrouvé devant, col relevé, cheveux rentrés dans son écharpe. Elle avait l'air d'une femme qui avait vu toutes les formes de désastres humains et avait cessé d'être surprise. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Non, ai-je dit, mais je suis là. »« C'est la même chose, » a-t-elle répondu. À l'intérieur, dans un couloir bordé de tableaux d'affichage remplis d'avis publics, je les ai vus. Carole, Lucas. Carole portait un manteau bleu marine et un collier avec une croix, comme si elle s'était habillée pour la sympathie. Elle serrait un mouchoir dans une main, les yeux rouges, la bouche dessinant cette ligne prudente qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air blessée mais forte. Lucas se tenait à côté d'elle, en chemise propre, cheveux peignés, le visage lisse et calme. Il ressemblait à un type attendant un entretien d'embauche, pas à un homme qui avait essayé de transformer mes freins en convoi funéraire. Quand il m'a vu, ses lèvres ont tressailli, juste un peu,
comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais vraiment allé aussi loin. Les yeux de Carole ont croisé les miens. Pendant un battement de cœur, j'y ai vu de la peur. Puis elle l'a remplacé par de la colère. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle murmuré alors que Martine et moi approchions. Martine n'a même pas ralenti. « Madame, il n'a rien fait, il a signalé un crime. » Carole a tressailli comme si le mot « crime » la brûlait. Lucas a souri à Martine, comme pour la charmer. « Bonjour ». Martine l'a jaugé comme si elle inspectait une chaudière fissurée. « Ne me parlez pas. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience. J'ai reconnu des visages. Monsieur Keller, du bout de la rue. 2 femmes du groupe paroissial de Carole. Des gens d'une petite ville ne manquent pas un spectacle public, surtout quand il implique une famille qui sourit aux kermesses depuis des années. La patience est mon outil. Martine s'est penchée vers moi. « Respire, laisse-les regarder. » « Ce n'est pas agréable, ai-je murmuré. « Ça n'a pas à l'être, dit-elle. Sois juste stable. » Le juge est entré, un homme plus âgé, cheveux gris, lunettes basses sur le nez. Le procureur a parlé en premier, puis l'avocat de Lucas, un jeune homme en costume brillant, s'est levé et a commencé à brosser son tableau. « C'est un conflit familial, dit-il. Un beau-père plein de ressentiments, un beau-fils qui sert de bouc émissaire, une épouse prise au milieu. » La chaleur m'est montée au cou. Carole s'est épongé les yeux comme sur un signal. Lucas regardait droit devant lui, calme comme une statue. Puis Martine s'est levée. « Avec tout mon respect, dit-elle, la voix claire, ce n'est pas du ressentiment. C'est une durite de frein coupée. C'est un reçu de dépannage. C'est une chronologie. C'est un homme adulte qui déclare avoir entendu un complot pour le tuer, corroboré par des preuves matérielles. Ensuite, le procureur a fait passer le message vocal de Lucas. Sa voix a rempli la pièce, douce comme de l'huile. Tu as vraiment tout gâché cette fois. » J'ai observé les visages dans le public. Quelques têtes se sont penchées. Les gens reconnaissaient ce ton. Pas la peur, pas la surprise. L'agacement, le contrôle. Quand ça s'est terminé, la mâchoire de Lucas s'est tendue pour la première fois. Martine s'est levée. « Votre honneur, nous aimerions appeler Monsieur Moreau. » Mes jambes semblaient en bois alors que je me dirigeais vers la barre. J'ai levé la main droite, juré de dire la vérité et me suis assis. Je pouvais voir Carole de l'autre côté de la pièce, me fixant comme si j'étais un ennemi. La voix de Martine était douce quand elle a commencé. « Monsieur Moreau, de vos propres mots, racontez à la cour ce qui s'est passé la nuit où vous avez appelé la dépanneuse. » J'ai dégluti. « Je me suis arrêté à Carrefour, ai-je dit. J'ai pris du poulet rôti en essayant d'avoir une soirée normale. Je suis entré par le garage. La lumière était éteinte. J'ai entendu Lucas au téléphone. Je l'ai entendu dire « Ouais, j'ai déjà coupé la durite de frein. On se voit à son enterrement demain. » Ma voix s'est brisée sur le dernier mot et j'ai détesté ça, mais c'était réel. Martine a hoché la tête, imperturbable. Et à qui parlait-il ? J'ai regardé Carole. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Ma femme, Carole. Et comment savez-vous que c'était elle ? J'ai entendu sa voix. 11 ans, on reconnaît une voix. Le procureur a demandé « C'est-elle opposée ?» Ma poitrine s'est resserrée, la même oppression que cette nuit-là. « Non, je dis. » Elle a demandé s'il était sûr. Un murmure a parcouru la salle d'audience, doux, surpris, comme le vent dans des feuilles sèches. Le visage de Carole est devenu livide. Ensuite, le procureur a ajouté les relevés de paiement montrant que Madame Moreau était présente au magasin de pièces automobiles peu après. Carole a eu un hoquet, mi-soupir, mi-étouffement. Sa tête s'est tournée brusquement vers Lucas, et pour la première fois, son visage n'était plus maîtrisé. C'était de la confusion et de la peur à l'état pur. Lucas ne l'a pas regardé. Il fixait droit devant lui, la mâchoire crispée. Carole a murmuré « Lucas, qu'est-ce que tu as fait ?» Il a sifflé entre ses dents « Tais-toi ». C'était le moment décisif. Pas la durite coupée, pas le message vocal, ce « tais-toi » sec. Comme si elle était un problème, pas une personne. Le marteau du juge n'était pas théâtral, juste un coup sec et solide. Sur la base des preuves présentées, a-t-il dit, ce tribunal estime qu'il y a des charges suffisantes. Une ordonnance de ne pas entrer en contact est émise. Le prévenu sera placé en détention provisoire. L'avocat de Lucas lui a murmuré quelque chose d'urgent. Lucas s'est levé, les poings serrés, les yeux brûlants. Alors que l'agent s'approchait, Lucas m'a enfin regardé. Pas avec tristesse, pas avec regret, avec haine. Le père de Lucas, Raymond, s'est déplacé à côté de moi, comme s'il était prêt à s'interposer.
Les pleurs de Carole se sont transformés en un son brisé et silencieux, et moi, je suis juste resté assis là, à respirer, sentant l'air du tribunal remplir mes poumons comme la première vraie bouffée d'air que je prenais depuis des jours. Quand tout fut terminé, je suis sorti sous le soleil froid. Il a frappé mon visage, pâle et faible, mais c'était de la lumière. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais vivant. Je pensais que les portes du tribunal ressembleraient à une fin. Ce ne fut pas le cas. Elles ressemblaient à une porte que l'on franchit pour se rendre compte qu'on est toujours dans la même tempête, juste de l'autre côté. Martine est descendue des marches, rapide et déterminée. « Ne retourne pas à la maison », a-t-elle dit immédiatement. Je n'en avais pas l'intention. « Bien », dit-elle. « Pas de contact signifie pas de contact. Laissez la justice s'occuper de Lucas, laissez l'avocat s'occuper de Carole. » Le mot « divorce » a atterri plus lourdement que prévu. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce qu'une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que j'en étais là. Que mon deuxième mariage, celui que je pensais être plus calme, avait failli se terminer par un enterrement. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'inspecteur. « Monsieur Moreau, je tiens à vous informer que nous avons procédé à une perquisition pour les outils correspondant à la coupe. Nous avons également récupéré la vidéo du magasin de pièces automobiles. Votre décision de ne pas conduire le pick-up a probablement évité un accident mortel. » Un accident mortel. Il n'a pas dit « votre mort », mais c'est ce qu'il voulait dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le garage. L'obscurité, la lueur du téléphone de Lucas, la voix de Carole demandant s'il était sûr. Vers 3 heures du matin, mon cœur s'est mis à battre la chamade sans raison. Mes mains sont devenues engourdies. J'ai cru faire une crise cardiaque. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain, le dos contre la baignoire, respirant difficilement, essayant de ne pas paniquer. La patience est mon outil. Je l'ai murmuré comme une prière, encore et encore. Au matin, j'ai pris rendez-vous dans une maison médicale de garde. L'infirmière a pris ma tension et a haussé les sourcils. « Vous avez été stressé récemment ?» J'ai ri une fois, un rire sec. On peut dire ça. Le médecin m'a dit que mon cœur allait bien, mais que mes chiffres étaient élevés. Il m'a dit de réduire le stress. « Bien sûr », ai-je dit. « Je vais juste lui dire d'arrêter. » Il n'a pas ri. « Monsieur Moreau, dit-il doucement, le stress peut vous tuer si les gens n'y arrivent pas. » Cette phrase m'est restée. 2 semaines plus tard, je suis retourné à la maison avec un agent de police pour récupérer le reste de mes affaires. Entrer, c'était comme visiter un musée sur ma propre vie. Mes bottes sur le parquet semblaient trop bruyantes. Dans le placard de la chambre, j'ai trouvé la dernière chose à laquelle je m'attendais. Le sac de poulet rôti, toujours froissé dans la poubelle de cette nuit-là. Les taches de graisse avaient durci, l'odeur avait disparu depuis longtemps. Je l'ai regardé fixement un long moment. Cette petite tentative stupide de paix, posée là comme une mauvaise blague. En partant, je ne me suis pas retourné. J'ai signé les papiers du divorce le mois suivant. Pas de cris, pas de grand drame au tribunal, juste des signatures et du silence. Raymond m'a rendu le pick-up une fois l'enquête terminée, mais je n'en voulais plus. Sa vue me tordait l'estomac. Je l'ai vendu à un type pour une somme modique. Je ne voulais plus jamais le voir dans mon allée. Avec cet argent et ce que j'avais économisé, j'ai acheté un petit appartement près de la Loire. Rien d'extraordinaire. 2e étage, calme, pas de garage attenant. Juste un petit balcon avec vue sur une eau qui bougeait même quand tout le reste semblait figé. Le premier matin, j'ai fait du café et je me suis assis dehors en sweatshirt, regardant le fleuve emporter les feuilles. L'air sentait la terre humide et la pierre froide. Je pensais que je me sentirais triomphant. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatigué. Je me sentais plus vieux que 58 ans. Mais je sentais aussi autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En sécurité. Pas parfaitement en sécurité, rien ne l'est dans la vie, mais assez en sécurité pour respirer sans sentir le goût de la peur. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était court. « Tu as tout gâché. » Pas de nom, pas de signature, mais je savais. Je l'ai supprimé sans répondre. Parce que la vraie vengeance n'était pas un discours intelligent ou un coup de poing spectaculaire. C'était de refuser de jouer à leur jeu. Je me suis assis sur le balcon, écoutant le fleuve, et j'ai pensé à ce moment dans le garage, à la lueur du téléphone de Lucas, à la cruauté calme de sa voix, au silence de la femme en qui j'avais confiance. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci.
Faites confiance à votre instinct. Pas à votre fierté, pas à votre espoir, pas à la version de quelqu'un que vous voulez croire. Votre instinct. Et si vous entendez quelque chose dans votre propre maison qui vous glace le sang, ne l'ignorez pas. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé. Je me suis juste écarté et j'ai laissé la vérité frapper à ma place.